J'espère que tout le monde est bien installé. On va commencer aujourd'hui notre petit webinaire, le premier numéro de comment digitaliser son entreprise avec du code et no-code, avec une discussion avec Thibaut Marty, ici présent. Avant de commencer de se présenter, je vous explique vite fait ce qu'on est en train de faire et de lancer. On est ici pour discuter de code, de no-code, de digitalisation, de transformation numérique. Et on va essayer de pas mal parler du no-code, cette techno, cette nouvelle chose qui arrive depuis un petit moment. Et aujourd'hui, on commence avec Thibaut Marty qui a créé Auto et qui est un peu notre grand maître du no-code ici à la briqueterie. Donc Thibaut, je vais peut-être déjà te laisser te présenter. Je me présenterai. Ensuite, on présentera ce qu'est le no-code. Qu'est-ce donc que le no-code? Les différentes écoles, entre guillemets, du no-code. Le combat qui s'annonce entre le code et le no-code. Et ensuite, peut-être un petit peu comment est-ce que chez les DSI et dans les grandes entreprises, on peut s'amuser aussi, parce que le no-code n'est pas que pour les start-upers. À toi les studios, Thibaut. Ok, merci Rémi. Je m'appelle Thibaut Marty. Donc, moi, j'ai entrepris dans la région sud depuis, Auto, c'est ma 6e boîte. Et quand j'ai créé Auto, en gros, alors moi, c'est une particularité, c'est que je suis ingénieur, en gros, chef de projet, donc ce qu'on appelle dans PM, Product Manager. Sauf que je n'ai jamais fait de code. Et en gros, en créant des boîtes, j'ai toujours été hyper frustré. Et en voulant créer une plateforme d'apprentissage sur du gross marketing qui n'avait aucun rapport du coup avec le no-code, je suis tombé sur un outil magique, Bubble. Et depuis, je suis tombé amoureux et je me suis spécialisé là-dedans. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, j'ai créé une plateforme d'apprentissage, donc Auto, d'apprentissage du no-code, justement à des personnes qui souhaitent créer leur projet, mais qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à développer. Et aujourd'hui, Auto a plus de 3000 utilisateurs. C'est une boîte viable. Donc, c'est ma première startup officiellement que je réussis. La fierté. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que surtout, ça répond à une énorme frustration que j'ai ressentie, que beaucoup de gens ressentent, c'est-à-dire l'absence de connaissances en code. Super, déjà félicitations pour toute cette aventure. On te suit depuis un moment et ça fait super plaisir de te voir réussir et de voir Auto grandir plus que jamais. Donc encore félicitations. Je vais me présenter rapidement aussi avant de continuer. Rémi Arnaud, fondateur de la briqueterie et de l'agence qui a permis de fonder la briqueterie Melon. En gros, je suis développeur moi depuis bientôt 7-8 ans. Je fais du code et maintenant j'entreprends. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est des outils métiers sur mesure pour les entreprises et les entrepreneurs, donc des applications mobiles, etc., des applications web. Et avec la briqueterie, on accompagne et on conseille et on forme surtout les entreprises et les entrepreneurs dans le numérique. Donc, pour refaire un peu le contexte de comment on s'est rencontré avec Thibaut, on s'est rencontré à la briqueterie. C'est notre premier résident. Et on a pas mal parlé depuis son arrivée, même avant, de nos codes, de tous ces outils SaaS, de tous ces outils qui existent, qui nous permettent en fait de créer des systèmes d'information et des produits numériques. Et en gros, comme tu disais Thibaut, il y a une certaine frustration des entreprises, d'entrepreneurs, de devoir constamment passer par des développeurs, par des techniciens, pour pouvoir créer le moindre outil. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait cette autre solution, le no-code. Donc, on va déjà rapidement présenter ce que c'est le no-code. Mais avant de commencer, Thibaut, une grande question qui est posée sur un peu tous les réseaux. Pourquoi est-ce que tu détestes autant les développeurs ? Alors, non. Alors, ça a été, en fait, pour vous raconter l'anecdote, c'est parti d'une publicité Facebook où on était un petit peu... Alors, on a dit un truc, un mème qu'on utilise avec le prove me wrong. Vous savez, c'est un mec qui est assis sur une table à l'extérieur et il propose un sujet et en fait, on a récupéré ça et j'ai écrit plus besoin de coder pour faire une application. Et en fait, dans mes propos, j'expliquais mon parcours. Clairement, c'est du moment que j'ai voulu créer quelque chose, je me suis retrouvé il faut soit un énorme coût financier, donc soit un prêt bancaire, soit globalement avoir un développeur chez lui, soit faire appel à une agence. Et tout ça, c'est pas accessible dès le début parce que effectivement, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, bien sûr, certains auront l'argent pour le faire et c'est très bien. Mais globalement, la plupart des personnes n'ont pas envie d'investir
tout dans leur boîte ou n'ont pas forcément les moyens de le faire et ça prive énormément de personnes de faire du développement et donc de faire leurs produits. Et là, on se retrouve dans le cas où finalement, en faisant ça, je me suis mis à dos plein de développeurs. Et en fait, ils ont entendu dans ce mot-là le fait qu'il n'y a plus besoin de dev pour faire une application. Alors, c'est pas ce que je dis, parce qu'on a besoin de dev pour faire les outils no-code, etc. Je dis juste que selon ce que tu souhaites faire, tu n'as pas forcément besoin directement de dev. Et d'ailleurs, un des mecs qui a qualifié il a envoyé par mail, donc c'était, je sais plus comment il s'appelle, il a envoyé par newsletter, et donc une partie de ma communauté l'a reçu parce qu'ils sont inscrits à lui aussi, hein, parce qu'il apprend à faire du code. C'était la publicité anti-développeur. Ah, Mais c'est vraiment vraiment un bien. titré comme ça, tu vois, genre vraiment, on ne réfléchit pas. Et il a dit, faisons la chasse à tous les frustrés du no-code qui font des applications, les black box, etc. Et en fait, tu t'aperçois aussi qu'il y a un gros préjugé sur le no-code, c'est de dire, c'est des outils de merde, c'est du Wix, c'est du WordPress, alors que ça a beaucoup évolué depuis. Et en fait, j'ai pu discuter avec lui. Et finalement, il expliquait qu'il y a eu beaucoup de sujets marketing là-dessus et que je pense qu'il y a eu aussi une peur d'arriver sur un terrain de jeu en faisant de la merde. Alors que j'explique en fait que c'est de la formation, qu'on peut pas empêcher beaucoup de choses, mais que globalement l'idée c'est que les gens se débrouillent par eux-mêmes pour un coût très très faible et que le but c'est qu'on dit pas que c'est magique. Et ça c'est le problème, c'est que les gens pensent à l'inverse du coup que le no-code est magique. Et une fois qu'on a réglé ce problème-là, c'est vrai que les mecs comprennent mieux. Tu as beaucoup de gens, il y a même temps des développeurs qui se forment au no-code parce qu'ils y voient l'avantage de faire du front plus facilement et de même faire de l'optimisation assez rapide sur des technos qui permettent de le faire, de la programmation visuelle, on en parlera après. Mais ce qui est cool surtout, c'est de se dire, en fait, les développeurs qui sont bons ne se sentent pas menacés. C'est les développeurs qui se sentent bloqués sur un terrain, tu sais, qui ont un terrain de business, en fait, qui est déjà pris Ouais. par rapport à ça et qui n'ont pas envie d'être remplacés. Oui. Mais le no-code n'est pas l'ennemi du code parce que c'est les mêmes logiques. Je trouve ça cool au contraire et je trouve que c'est une belle évolution. C'est comme si je te disais WordPress a fait tomber les devs front. Pas du tout. C'est autre chose. Ça les a professionnalisés énormément, quoi. Donc, à mon avis, c'est une fausse idée. Mais par contre, effectivement, revendiquer l'aspect, parce que c'est ce cas qui m'a emmerdé, c'est que finalement, on a plus attaqué, on n'a même pas attaqué ma formation. On a attaqué le no-code. C'est genre, c'est pas possible, c'est pas pour vous. Alors, il y en a certains qui sont encore plus cons que d'autres. Je les citerai pas. Il y en a un sur Marseille notamment, qui peut être bien con et bien obtus, qui dirait vous ne passerez jamais sur le code. C'est genre du style, ce n'est pas pour vous. Vous êtes trop con pour le faire. Et j'aime pas ce dialogue. Ouais, alors que le code et le no-code sont assez compatibles, on le verra, et notamment avec bon, ce mot qui est un peu entre les deux, qui est le low-code, où on va pouvoir programmer dans les outils de no-code pour pouvoir élargir les capacités et faire des choses assez custom. Donc, les codeurs ont complètement leur place parce qu'ils développent des outils no-code. Sur Adalo, par exemple, ils peuvent créer carrément des modules, même sur Bubble, un peu sur tous. C'est ça. Et dans les outils, on a un espace pour pouvoir programmer du JavaScript, du Python, etc., pour pouvoir customiser et pousser les limites du no-code. Donc, ce discours est assez faux. Et moi, en tant que développeur, et nous, on le voit avec nos clients, on fait du no-code pour aller tester des hypothèses, pour aller créer des petits applicatifs qui n'ont pas besoin de 10 000 balles ou 15 000 balles de développement, juste pour aller faire un petit service. Mais derrière, on peut composer un système d'information avec des bases de données en dur, avec des outils en no-code, avec du Zapier, etc., et avec des interfaces codées. C'est un mix, c'est un nouveau mix, et on en reparlera un peu à la fin de notre discussion, et c'est un nouveau mix qui arrive. Donc, en fait, c'est un faux débat. Même le truc, c'est que en fait, les outils no-code ne seraient pas aussi ce qu'ils sont aujourd'hui, parce que la plupart des outils no-code qui fonctionnent bien ont un système de plugin qui permet de rajouter du code. Aujourd'hui, ils savent très bien qu'une de leurs cibles privilégiées, c'est les développeurs. On est très conscient, nous-mêmes en tant que no-codeurs, que les limites qu'on peut ressentir sont des limites qui se placent au niveau du code. Et donc, quelqu'un qui progresse et qui progresse à un certain niveau passe sur du côté développement informatique. Nous, ce qui nous gêne, c'est pas qu'il y ait du code ou pas du code. C'est qu'on nous dise, genre, vous n'avez pas la permission, genre, c'est pas votre métier, c'est pas pour vous. Tu sais, il y a vraiment cet élitisme-là qu'on entend et qui est très gênant. D'accord. C'est rigolo comment on défend notre paroisse en tant que développeur, hein, parce qu'on a peut-être un peu peur de cet inconnu qui n'est pas notre métier. C'est rigolo. Du coup, est-ce que tu peux Apparemment, présenter... ça se joue. Vas-y. Apparemment, ça se joue aussi sur la techno entre devs, hein, ce qu'on m'expliquait, c'est qu'il n'y avait pas que le sujet no-code, il y a le sujet de la techno aussi qui Oui. peut être Quand un on, peu. Qui on apporte de voit la par friction. exemple De la friction. quand Ruby est un langage excellent et que JavaScript est vraiment pas super. Voilà, on a ce genre de débat là, ce genre de trolls Ok. qui n'ont aussi aucun sens.
Du coup, avant qu'on continue qu'on continue de parler de no-code, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour toi ce que c'est le no-code déjà? Alors le no-code déjà, on va dire c'est pas une techno en soi, je dirais plus c'est peut-être un état d'esprit, mais c'est surtout enfin c'est pas un état d'esprit dans le sens où c'est un rassemblement d'outils. Donc déjà de base, se mettre d'accord sur les outils qu'il y a dedans, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que no-code est devenu très vite un buzzword parce qu'il y a une vague qui a été liée en partie avec le Covid et en partie aussi parce qu'il y a une énorme frustration et quand les outils se sont popularisés, on s'est aperçu qu'il y avait des outils qui étaient présents depuis très longtemps. Mais en fait, l'idée du no-code c'est de dire qu'on peut créer un applicatif, globalement, ça peut être un site, ça peut être une application mobile, ça peut être une application web, ça peut même être de l'automatisation entre différents éléments, sans écrire une seule ligne de code. C'est-à-dire le code est non nécessaire. Par contre, il faut faire attention avec cette définition-là, puisque l'idée, c'est d'avoir quelque chose de personnalisé. C'est-à-dire que j'ai tendance, alors attention, c'est pas un consensus qui est de mon côté, c'est pas tout le monde est d'accord avec ça. Je pense que globalement, le no-code va nous laisser une certaine possibilité de custom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on rentre dans quelque chose, vous savez, des outils comme Landen, qui est renommé UMSO, ce qui me gêne, c'est qu'on est sur des canevas quasiment préfaits, alors qu'on peut bouger, qu'on peut personnaliser, mais on reste quand même sur des gros canevas. Et on me pose la question souvent de WordPress, est-ce que c'est no-code? Je dirais WordPress, vu la logique de thème, vu la logique de la base de données qui n'est pas forcément accessible, vu toutes les problématiques qu'on a pour faire X choses sans rajouter de plugin, j'aurais tendance à pas le considérer dans les outils no-code, mais certains ne sont pas totalement d'accord. Donc, globalement, si on résume un petit peu, pour l'instant, les outils no-code, c'est tous les outils qui vont permettre de créer une application, un site ou une application mobile sans écrire de ligne de code. D'accord. Moi, je rajouterais à ça le système d'information, tout ce qui est transition de données, avec des outils comme Zapier, T-Combat, etc. Mais ok, très bien. Donc c'est soit un outil qui permet de créer une interface, une application, soit un regroupement d'outils qui permettent de s'enchaîner et de créer en fait un service, de numériser quelque chose, quoi. Là, tu vas parler, je pense, des deux écoles. Enfin, c'est les deux extrémités d'une même ligne, en fait. C'est d'un côté, alors moi, je me suis spécialisé du côté de la programmation visuelle. Alors, globalement, je pense Rémi, tu parleras des outils modulaires, mais globalement, aujourd'hui, la programmation visuelle, c'est tous les outils qui vont intégrer de la logique de programmation et qui donc vont permettre de faire quelque chose d'extrêmement custom. Donc ça, ce qui est cool, c'est que Bubble, Adalo sont des outils comme ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce sont des outils puissants. Franchement, avec du Bubble, on peut aller très, très, très loin. Par contre, ce sont des outils qui sont… Toi, tu as fait tout auto en Bubble, c'est ça? Tout auto en Bubble, ouais. Tout auto en Bubble. Et aujourd'hui, on arrive à aller de la création de marketplace jusqu'à un système. Enfin, on s'amuse à faire des jeux aussi et on s'amusait à faire du machine learning. Aujourd'hui, on arrive à faire du machine learning et du prédictif en intégrant des API extérieures. Mais sans coder, ouais. Sans coder. Avec des API extérieures. Donc, du coup, en fait, ton machine learning est dans un autre SaaS. C'est ça. En gros, nous, on va récupérer les services que tu plugs les uns les autres. Donc, on arrive sur de l'outil modulaire avec de la programmation visuelle. Je refais un petit tour vite fait pour replacer un peu ce dont on parle quand on parle d'outils modulaires et de programmation visuelle. Donc, avec Thibaut, on a cette discussion. En fait, il y a deux écoles, le multi-outil et le mono-outil, un peu comme on se disait avant, mais en fait, on a des mots plus précis. Donc, outil modulaire, c'est l'agencement et le fait de plugger ensemble plusieurs SaaS, plusieurs outils. Donc, on parlait de Glide, on parlait de Google Sheets, de Adalo, de Bubble, de Zapier, d'Airtable, etc. Donc, on va composer en fait des services. Et après, toi, tu parlais d'un outil qui permettait de faire de l'IA. Donc, on va pouvoir plugger. C'est toujours du no-code. Et quand on parle de mono-outil, donc de programmation visuelle, ça va être plutôt un outil comme Adalo, Bubble, Glide, qui va nous permettre de créer une application, une interface en tant que telle, qui va être utilisée et qui va pouvoir être connectée ensuite. C'est ça. Alors, je rajouterais quand même certaines choses qui font que les outils, en fait, finalement, la définition elle est assez proche. C'est que d'un côté, dans la programmation visuelle, on peut intégrer d'autres outils aussi. La logique de l'outil global, c'est que le main, finalement, il dépend de Bubble, d'Adalo, donc on va dire, c'est un gros outil qui va utiliser les core features de l'application et qui va être le centre de votre sujet. Et vous allez pouvoir connecter des petits appels avec, on va dire, des petites applications ou des petites API. De l'autre côté, vous avez vraiment la logique de modularité, c'est-à-dire que chaque outil va intégrer un bout de la chaîne de valeur.
Donc, autant tu as le côté site sur Webflow, tu as le côté aspect espace client sur MemberStack, tu as le côté formulaire sur Typeform, et tout le reste est connecté avec du Zapier. Et donc, l'idée, c'est vraiment dans le modulaire, c'est que c'est plus facile à prendre en main. On met moins de temps à se former. On pourra parler aussi des temps de formation, mais globalement, on va plus vite. Mais le problème, c'est que c'est plus fragile parce que si tu as un Zapier qui pète, c'est toute ta chaîne qui pète parce que chaque bout de cette chaîne, elle est sur un outil. Et donc, ça peut coûter aussi un peu cher. Ok. Toi, ce que tu fais et sur quoi tu te focuses, toi, c'est plutôt la programmation visuelle. Et avec Auto, ça va être plutôt le Bubble, C'est un ça. peu ton outil préféré. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi Bubble? Et pourquoi pas d'autres déjà? Et où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu apprends? Présente-nous un peu ce que tu fais, ce que tu aimes. Alors, par rapport à Bubble, déjà, il faut savoir que c'est un outil qui est quasiment le plus vieux. Donc, c'est un outil qui a 8 ans, qui a été fait par 2 cofondateurs, dont un français. Et c'est vrai que la logique qu'ils ont mis en place, c'est une logique de workflow. Ce qui est dingue, c'est que en gros, vous avez votre page, vous passez des éléments par drag and drop. Les éléments que vous avez sont des éléments sur 3 types. Les éléments visuels, qui sont de l'affichage. Les éléments containers, qui vont être là pour grouper et contenir de la donnée, et les éléments d'input qui vont être là pour rentrer de la donnée. Donc, rien que cette logique-là, elle est hyper intelligente parce qu'elle est en lien avec la base de données. Et ensuite, on a toute une logique de workflow, c'est-à-dire que si vous passez un élément sur votre page, vous avez deux choix, enfin, vous avez un choix, c'est-à-dire de le transformer en trigger, en déclencheur, c'est-à-dire je pose un bouton et vous le lancez en déclencheur et vous pouvez choisir les actions que vous pourrez mettre derrière ce déclencheur-là. Lancer une pop-up, faire apparaître un message, rajouter un élément dans la base de données et vous avez un ensemble de choix qui est le non limité puisque les choix que vous avez de base sont des choix qui sont, on va dire, des choix simples que vous pouvez compléter grâce à de l'ajout de plugins spécifiques qui sont des éléments de code. Et donc, vous pouvez compléter. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, le système en soi n'a pas vraiment de limite parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et derrière, vous avez un back-end avec une base de données, avec tous les systèmes qui est comme du vrai développement. Et en fait, c'est comme si vous tapiez du code, sauf que toutes les phrases sont pré-rédigées un peu comme des librairies. Et avec ça, vous vous rapprochez d'une logique de développement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans une, je sais pas moi, dans une logique d'abstraction. C'est-à-dire que quand vous appelez un élément de la base, vous pouvez l'afficher sur votre page, vous pouvez afficher les différents éléments de votre page quand ce sont des éléments listes, vous pouvez faire un système de page dynamique. Tout ça, c'est vraiment des systèmes que vous créez. Très souvent, on me demande, oui, mais tu gères comment le back-office sur ton système? J'explique, je le crée comme je le souhaite, comme en code. Quand on vous demande un back-office, vous ne prenez pas un truc qui existe déjà. Vous allez créer vous-même en fonction des spécifications de votre client. Sur Bubble, on peut exactement partir de spécifications. On arrive sur une page blanche. Je ne sais pas si on peut regarder, si je peux faire une démonstration sur l'écran à l'occasion, mais globalement, quand on me demande, par exemple, je regarde dans les questions, qu'est-ce qu'on peut faire avec Bubble? On peut faire de la marketplace, du site, du jeu vidéo, enfin du jeu même un petit peu animé, quelqu'un qui s'amuse à faire du Zelda. On peut reproduire Spotify, on peut reproduire Tinder, on peut faire de l'applicatif pur. On peut même faire des éléments beaucoup plus complexes, c'est-à-dire qu'on peut faire des éléments cryptés, on peut faire aussi du token. On peut s'amuser à faire toutes sortes de choses. En fait, c'est pas limitant. On estime à peu près jusqu'à 95% de similarité avec une application développée en code. Très bien. Pourquoi je me suis mis sur Bubble? C'est parce que je suis tombé amoureux, parce que c'est le premier outil dans lequel j'ai investi plus de temps, sachant qu'en moyenne, on compte environ, avec un bon chemin de formation, à peu près 2 mois. Et en accélérant, on peut arriver à 3 semaines pour se former. Comme ça, je réponds à l'ensemble du truc. Très bien, c'était la question que j'allais te poser ensuite. Merci. Du coup, j'enchaîne du coup sur moi la partie multi-outils, donc enfin la partie outils modulaires. En gros, tu parlais de ça tout à l'heure de pouvoir plugger plusieurs SaaS. Nous, on utilise pas mal du coup Integromat et Zapier avec du Airtable, avec petites interfaces de Glide, de Datalo. Et derrière, on va pouvoir utiliser de la data vise avec de la BA, etc. Là, on va pouvoir connecter plusieurs outils. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'on est plus dépendant sur de la programmation visuelle. On va être dépendant d'un soft, du coup pleinement dépendant de ce soft-là. Sur d'outils modulaires, on va être dépendant de X soft et de X modifications. Donc, sur un système d'information, les limitations, ça va être de tout gérer, tout maintenir. S'il y a une modification à gauche, il faut l'impacter un peu partout. On va pouvoir tout faire aussi, comme avec du Bubble par exemple. On peut faire plein de choses, utiliser
un outil de mail pour envoyer des mails connectés à notre outil de prospection, à notre CRM, à notre base de données, à notre interface, etc. Donc nous, ce qu'on va construire, ça va être plus ça. Et aussi en utilisant ces outils modulaires, mais je pense que tu me diras si on peut le faire aussi sur de la programmation visuelle avec comme Bubble, on va pouvoir nous connecter ce qu'on développe, donc du coup se connecter à nos bases de données, à nos API, à nos autres softs, à nos applications mobiles. Et on va pouvoir en fait composer un mix assez sympa grâce à tout ça. Est-ce que toi tu peux le faire? Ouais. En fait, Bubble a ses API, a ce qu'il appelle un API connector, c'est-à-dire un système très simple pour créer des API et les connecter à tout ce qu'on veut. On peut même utiliser une base extérieure pour le faire. C'est quelque chose qui est moins commun parce que tout simplement, c'est quelque chose de typique développeur quand même, mais on peut effectivement connecter la base qu'on souhaite. On peut même se connecter à Airtable si on veut utiliser une base Airtable. C'est dommage parce qu'on tronque un peu la puissance, mais c'est totalement possible. J'aurais tendance à dire, en termes de custom, que très souvent, les outils modulaires sont un petit peu plus limités dans l'usage qu'on peut en faire parce que c'est moins custom. Mais par contre, effectivement, on va plus vite. Et aujourd'hui, la grande question, c'est que vaut-il mieux utiliser quand on fait du MVP? Est-ce qu'on fait du modulaire? Est-ce qu'on fait de la programmation visuelle? Ça dépend vraiment, vraiment du projet. C'est un grand débat qu'on a souvent dans ma communauté. C'est qu'est-ce qu'on utilise d'abord? Parce que vu qu'on est full Bubble, est-ce que c'est intéressant, une fois que tu le maîtrises, d'aller là-dedans ou pas? Et c'est vrai que beaucoup de gens nous disent, en fait, ça va vraiment dépendre du projet. Honnêtement, je pense que si t'as ton MVP, c'est une marketplace, on va dire un peu complète, ou en tout cas que tu dois maîtriser, go Bubble. Si c'est par contre un service que tu vas proposer avec un email, avec tout un système qui peut être fait vraiment avec du modulaire rapidement sur plusieurs outils, c'est vrai que là, on aurait tendance à aller du coup vers du modulaire. Après, je pense aussi que les outils comme ça peuvent arriver à faire ce que j'appelle du tiny product. Je trouve ça intéressant. C'est des petits produits en fait. C'est plus prendre la tête avec du MVP. C'est que le produit en question, il est dans un cadre où on se donne un temps pour le faire et ensuite, en général, l'idée c'est que le sujet développe du revenu passif très rapidement et que ces revenus passifs nécessitent que de l'optimisation au fur et à mesure et pas de tout refaire en permanence. Et c'est vrai que ce qu'on voit souvent, c'est que la logique de Bubble, une fois qu'on l'a fait, les éléments qu'on a fait, on peut les récupérer et on voit beaucoup d'agences se lancer sur cette logique-là. Une fois que tu as fait un programme, une fois que tu as fait un template, tu peux le réutiliser. Et c'est vrai que beaucoup plus, maintenant, on peut aller beaucoup plus vite dans la diffusion de produits. Et surtout, c'est des produits qu'on peut intégrer un Stripe, on peut très rapidement faire rendre quelque chose de payant. Et donc, faire du SaaS très rapide. Très bien. C'est quoi pour toi les limitations de ces deux écoles? En fait, on voit en fait que ces deux écoles sont deux façons de concevoir à la base la chose. En fait, elles sont très vite mélangées. Tout à fait. C'est quoi la limitation pour toi du no-code en général? Je dirais que, alors vu que c'est une limitation qui se joue par outil, parce que chaque outil a des limites spécifiques, je vais prendre un peu les limites de Bubble. Je vais prendre les limites de Bubble parce que c'est celle que je maîtrise le mieux. Et de l'autre côté, je prendrai les limites de Webflow parce que c'est un peu son concurrent pas sur la partie applicative, attention, sur la partie site, mais c'est celui qui est le plus représentatif. Okay. En gros, et c'est surtout que le Webflow, c'est le porte-étendard du modulaire. Et Bubble, le porte-étendard de la programmation visuelle pour le coup. Donc, d'un côté, Bubble va avoir des limitations au niveau, je dirais, de son coût au scale. Tout simplement que très souvent, l'optimisation nécessaire pour faire du scale, c'est quelque chose qui a haut niveau d'expertise. Donc, en fait, quand vous commencez, c'est pas quelque chose d'automatique. Et donc, forcément, il faut anticiper ça quand vous évoluez sur quelque chose et que vous voulez d'avoir quelque chose de propre. Et très souvent, on vous recommande de faire du site avec une autre techno et votre application en SEO, votre application pour le coup avec Bubble. On a une limitation peut-être sur le coût, on va dire à terme, c'est-à-dire qu'on est sur un outil propriétaire quand même, donc on paye tous les mois. Et cet outil-là, forcément, vous ne pouvez pas exporter le code, donc vous êtes toujours dépendant de ça. C'est pas une question de l'outil va fermer, mais c'est quand même un sujet à connaître pour ceux qui effectivement veulent de l'open source. Pour l'instant, ça n'existe pas. Et enfin, on va avoir, on va dire, une limite de performance qui peut être corrigée par de l'optimisation, mais pareil, c'est de la grosse expertise, et qui, pour le coup, peut être toujours limitante en fonction de votre forfait, de ce que vous avez. Donc, il faut considérer ça quand même quand on part sur Bubble, même si, à mon sens, c'est du problème de riche. De l'autre côté, avec Webflow, vous avez le système inverse. SEO, il est top. Donc, il est extrêmement rapide. Par contre, la logique et la grosse limite, c'est qu'en fait, Webflow, en réalité, ne fait dans son centre, ne fait que du site web. C'est du site web très joli, mais en réalité, si vous voulez ajouter
Un e-commerce, si vous voulez, même s'ils ont une offre e-commerce, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace client, c'est-à-dire que tout l'espace client et le panier, c'est des mails. Donc, c'est une galère. Si vous voulez ajouter un profil, il faut faire du member stack. Si vous voulez, donc un outil supplémentaire, si vous voulez utiliser votre base de données autre que le CMS, dans ces cas-là, il faut connecter d'autres outils qui vont coûter de l'argent. Et la limite de Webflow, c'est qu'ils ne font pas d'applicatif. Donc, la limite Webflow, c'est de ne pas faire du bubble, en fait. Ah non, mais si les deux se mélangeaient un jour, ce serait exceptionnel. Mais on a aussi dans le marketing une vision totalement différente. Bubble est très, très ingé. Tu le sens dans la communication, ils sont pas très, très bons, ils sont moins volubiles. Alors que Webflow, beaucoup de gens me disent, est-ce que Webflow fait de l'applicatif? Les gens ils me disent, Bubble ou Webflow? Je dis, Webflow fait pas ce que tu veux. Donc, oui, ça dépend si tu veux faire une application ou pas. Mais du coup, vu que les gens n'ont pas compris ce que c'était le no-code, il y a une grosse confusion. Donc, c'est vrai que différence de moyens marketing, ça joue beaucoup. Donc, limitation, toi tu parlais de limitation, plutôt d'un gros warning en termes de coût, en termes de prix, parce que tu vas avoir le prix qui va potentiellement évoluer en fonction des stacks que tu rajoutes. Tu parlais de Webflow, de Bubble, mais c'est pareil un peu pour tous les outils. Par exemple, Zapier, il a un nombre de zaps, il a un nombre de requêtes, Integromat aussi. En fait, on va avoir des coûts qui vont évoluer, plus le produit va grossir. Donc, c'est complètement un gros warning. Il faut vraiment faire attention à cette chose-là. On a eu quelques exemples de personnes qui avaient commencé sur les versions payantes, aux versions gratuites ou très peu payantes, et qui très rapidement, sans réfléchir en fait au scale, se sont pris des coûts qui dépassaient l'entendement et du coup ont dû soit arrêter, soit rétrécir, soit passer à du code et au final réinvestir. C'est ça. Donc, gros warning sur le coût. Et aussi, tu disais, ça reste des logiciels propriétaires. Donc, si tu fais du Bubble, du Webflow, du Adalo, tu as un logiciel propriétaire. Ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'on a des fois plein de logiciels. Et à ce moment-là, tu n'as pas la propriété de ce que tu crées et souvent pas la propriété de ta donnée non plus. Alors, juste un truc par rapport à Webflow, te permet d'exporter le code. Donc là, pour le coup, tu peux reprendre la propriété. C'est l'éditeur spécifique. Une fois que tu pourras plus le modifier, effectivement. Beaucoup de site builders le font, mais bon, pour le coup, pour exporter le code, il faut un forfait supplémentaire. Donc, il faut un peu payer au dernier moment, une dernière fois. Mais ça te permet de garder ta solution d'hébergement comme tu le souhaites. Okay. Mais voilà, c'est ça. Par contre, effectivement, c'est écrit dans les CGV, et ça, c'est une base de la RGPD. Ce n'est pas l'outil qui a la responsabilité des données. Tu es le propriétaire, même si tu utilises un outil qui est propriétaire. C'est toi le propriétaire des données. C'est-à-dire que c'est bien dans un sens, mais si l'outil foire, tu es responsable aussi de cette fuite et de mettre les choses en place derrière pour les corriger. Intéressant. Donc, tu es propriétaire des données sur leurs outils, tu peux les exporter, mais tu peux les exporter si tu utilises Webflow, Bubble, des trucs comme ça. Ça va être plus compliqué si tu veux avoir du tracking sur des données d'utilisation. Quand tu connectes un Integromat avec un bidule, avec un chose, avec un machin. Ouais, ça c'est autre chose, ouais. Ça apporte des dangers, ouais. Complètement. Ça apporte des dangers. Il faut savoir un truc que beaucoup de gens oublient, c'est que chaque API qui récupère une donnée qui est liée à une donnée sensible, donc dite utilisateur, ou autre, mais qui sera liée à l'utilisateur et qui n'est pas anonymisée, c'est une faille supplémentaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de transférer. Si par exemple, c'est un truc tout bête, vous faites un site, vous transférez l'email de contact avec nom et prénom et numéro de téléphone d'une base de votre site vers un Zapier sur un Google Sheet, en soi, c'est illégal. C'est-à-dire que vous avez 3 points de faille. Vous avez 3 points de faille. Tout n'est pas chiffré, c'est ça? C'est pas chiffré, c'est pas anonymisé, et surtout, le système de stockage n'est pas une base de données personnalisée, enfin personnelle et custom, et donc sécurisée. C'est Google Sheet. Donc, tout est en clair. Donc après, bien entendu, ça va être l'usage qui en est fait. Donc là, il y a beaucoup de tolérance. L'idée, c'est que globalement, si tu sauvegardes ça juste pour toi parce que tu fais une petite newsletter, personne ne va t'embêter. Si par contre, tu l'utilises pour le revendre à des tiers en transférant ton fichier ou le mettant librement sur Internet, là, effectivement, il y a des risques. Ouais. Donc, toi, tu soulèves une autre limitation qui est la RGPD. En fait, utiliser des outils modulaires pour créer ton système d'information. Si tu ne chiffres pas à chaque fois ou que tu ne sécurises pas tes outils, alors qu'ils sont sur des tiers, tu peux être en faute assez rapidement. Et donc, du coup, légalement, il y a une problématique ici. Et tu vois, là, on arrive à la limite du no-code, à mon sens, dans l'apprentissage et la pédagogie, c'est que beaucoup de gens se disent que vu que c'est facile, vu que c'est magique, on peut y aller directement. Et certaines choses qu'on apprend en école ne sont pas transmises. Par exemple, j'ai déjà vu des personnes mettre des mots de passe en clair dans leur base sans se dire que c'est totalement illégal. Mettre le mot de passe en clair, c'est quelque chose qu'on ne fait pas et c'est très dangereux. Et pourtant, j'ai vu même des personnes sur Bubble
parce que le mot de passe n'apparaît pas sur Bubble. Donc, il est crypté, donc il n'apparaît même pas dans la base. Ben, j'ai vu des personnes ne sachant pas utiliser ce champ-là, le remettre en place volontairement, par ignorance, parce que effectivement, c'est quelque chose que tu n'apprends pas forcément. Enfin, c'est quelque chose qui est propre de la culture informatique, tu vois. Oui. Et du coup, les gens se disent, on peut totalement se passer d'apprentissage. Oui, en partie, mais non sur, à mon avis, non sur tout. Donc, D'accord. selon l'outil que vous utilisez, il y a quand même, à mon avis, une éducation à avoir. D'accord. Oui, c'est pas des outils magiques qui sortent de nulle part à utiliser n'importe comment. Il y a quand même une culture de la création de produits, de la sécurité et de l'informatique. Euh, C'est ça. Ça sort pas de nulle part. Ça, toi, c'est ce que tu apprends du coup chez Auto, j'imagine. Il y a cette Ouais, on les a rajoutés en fait. Au début, on le faisait pas. Et je t'avouerai que très vite, on a dû rajouter des courses sur tout ce qui était privacy. Donc, c'est un truc important sur Bubble en plus qui a été rajouté après. Mais c'est-à-dire que avant, tout le monde avait un accès basique à tout sur la base de données. C'est juste que l'affichage ne se faisait pas. Mhm. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, ils sont tous sécurisés en mode il y a des droits et des permissions qui font qu'il y a des role users. Ok. En fonction de qui tu es, tu n'as pas la même affichage même de ta base de données et même le fait de pouvoir faire des requêtes. Et donc là, du coup, ils ont tout sécurisé. C'est pas forcément le cas de tous les outils. Je ne sais pas, par contre, toutes les limitations et peut-être les différentes façons. Mais globalement, c'est des cours qu'on a rajoutés sur ça, sur la RGPD et sur tout ce qui est finalement conception produit, parce que beaucoup de gens partent du principe qu'il faut absolument récupérer tous les champs de quelqu'un, genre son nom, son prénom, son téléphone, sa taille, son poids. Enfin, tu sais, il y a des trucs vraiment où tu déconnes un petit peu quand tu fais ton produit. Et donc, du coup, on apprend effectivement cette composition de ce qu'il faut faire ou éviter de faire quand on crée quelque chose. Ok. Très bien. Moi, je rajouterai une dernière limitation avant de passer à la suite, qui va être comment est-ce qu'on travaille entre le code et le no-code. Dernière limitation, et on en reparlera à la fin, c'est plutôt aussi dans les DSI, dans les entreprises. Déjà, vous n'avez pas votre donnée, et donc du coup, quand vous avez une DSI qui est fermée avec un système de sécurité, je pense aux grands groupes, il va falloir pas penser et valider avec votre directeur du système d'information la possibilité de sortir les données et valider aussi le fait que ces outils ne soient pas forcément sécurisés ou assez légal pour votre système d'information. Et aussi, je t'en prie. Non, mais non, mais tu l'as très bien dit. Et c'est vrai que pour l'instant, aujourd'hui, sur la partie DSI, on le voit beaucoup sur de l'usage en interne, sur de la, je dirais, enfin, s'il veut être très souvent sur mise en place, c'est on va dire, l'expertise métier à destination des employés en interne. Donc, éviter finalement le contact avec l'extérieur pour que ça reste dans quelque chose de contrôlé. Et surtout, ça reste vraiment dans un usage très métier, très professionnel. Pour l'instant, j'ai pas vu d'outils no-code, en tout cas, ayant vocation à être tourné vers l'extérieur dans des DSI, mais beaucoup plus comme fait The Toolbox ou autre, utiliser des systèmes d'automatisation pour la productivité en interne, etc. Et là, c'est OK, puisque justement, ça reste dans un circuit fermé. D'accord. Et aussi, une autre limitation, ça va être pour des sujets légaux. Par exemple, nous, on travaille pas mal avec des entreprises dans la santé. Et du coup, qui dit santé dit données de santé, dit une sécurité accrue, des obligations et notamment des serveurs HDS, donc Ouais. avec des normes de sécurisation et d'anonymisation. Donc, du coup, on ne peut pas du tout utiliser d'outils no-code pour faire transiter ou afficher de la donnée, puisque les données passent par les serveurs de l'outil qui ne sont pas HDS. Alors, à moitié. À moitié, par rapport à ça aussi, c'est vrai que c'est un risque. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a deux outils qui sont beaucoup trop chers pour qu'on puisse les utiliser. Je pense à BettyBlocks et Uncork, qui ont un peu des logiques de serveurs santé ou des serveurs industriels. Donc, pour le coup, sur des gros volumes avec des normes de sécurité bien différentes. Là, on est sur des outils extrêmement chers, hein. On parle de 1 500 euros. Enfin, c'est des licences à 20 000 euros à l'année. Enfin, extrêmement cher pour un contexte, attention, hein. Mais ce sont des outils comme Uncork et BettyBlocks qui sont très peu accessibles depuis l'extérieur. Et là, ce sont des logiciels qui mettent en interne sur de l'aéronautique ou autre, hein, pour les développeurs en interne, pour de l'ingénierie. Et là, par contre, alors je ne sais pas les normes, mais apparemment, de ce qui se sont dit, effectivement, il y a du HDS, il y a pas mal de choses parce que il y a une gestion du serveur qui est très spécifique et qui est gérée en interne. Et je pense qu'il y a même qui est configurée à la volée. Enfin, le prix en question, je pense, justifie un serveur dédié, quoi. Oui, voilà, ça va être certainement des outils qui vont être déployés dans le système d'information de l'entreprise et du coup qui vont être gérés et acceptés du coup par les DSI. Mm. Euh,
Donc oui, faire attention à ça aussi. Le no-code, c'est pas magique C'est pour les ça. grands groupes et les entreprises. Toi, on va passer du coup sur code vs no code, entre guillemets. On en a parlé un peu au début. On disait que c'était deux mondes qui s'opposaient dans le discours, mais qui en fait étaient très compatibles. Est-ce que tu peux nous parler de cette convergence, de ce qu'on appelle le low code? Qu'est-ce que tu vois? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et comment est-ce que tu vois que ça va prendre? Quelle Il forme y a, ça va prendre? il y a plusieurs sujets là-dessus. Je dirais de base le contexte, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du remplacement de métier, même si le no-code devient une compétence et même un socle de compétences. C'est surtout que les gens n'ont pas vocation à se dire développeurs ou nos développeurs, je sais pas comment on pourrait l'appliquer, mais c'est les gens qui ont envie de créer quelque chose par eux-mêmes. Et que s'ils peuvent apprendre des compétences en le faisant par eux-mêmes, c'est une bonne chose. Je pense qu'il y aura des compétences qui vont ensuite évoluer autour bon, on va dire de tout ce qui va être machine learning autour du no-code, potentiellement du design pour du no-code. Mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, en termes d'agilité, en termes de création de produits et même en termes d'utilisation, on n'a jamais été aussi proche du langage des développeurs. Et donc une compréhension. Je rappelle que dans une team, vous avez 3 personnes, on va dire. Vous avez le chef de projet, le designer et le développeur. Je ne compte pas le marketeur. Avant, vous enlevez le développeur, vous n'avez plus de projet. Vous avez un designer vous avez un designer et un chef de projet. Si vous n'avez pas de codeur, vous n'avez rien. Par contre, avec le no-code, vous pouvez avoir des balbutiements qui aideront le développeur à mieux créer le produit ou en tout cas à co-créer avec potentiellement le client, les demandes, etc. Donc, je pense qu'il y a tout à imaginer. Je ne suis pas pour mélanger les cahiers des charges du code pour l'appliquer au no-code. Je pense au contraire pour avoir des méthodes plus intelligentes qui permettront aux développeurs d'arrêter de passer son temps à pisser des lignes pour rien, pour du front ou autre. Et je pense qu'il y a des trucs intéressants qui doivent être repris par le no-code pour justement se rapprocher encore plus des logiques d'abstraction et d'optimisation qui rendront les outils, à mon avis, vraiment viables. Hmm. Mais Et donc, toi, c'est totalement lié, à mon avis, et l'un peut passer à l'autre. oui, on en avait parlé beaucoup quand on discutait de Agence No Code, l'agence qu'on avait essayé de créer ensemble et qui est toujours là, hein, mais avec qui on parle du coup des différentes possibilités. Ça nous aide à conseiller les entrepreneurs et à rediriger sur les bons outils. Mais oui, pour toi, il y a deux façons de travailler qui sont complètement distinctes entre le développeur, enfin, le monde du développement informatique où on va s'organiser en utilisant des boards, en certains types de specs. Et pour toi, il y a une autre façon de s'organiser, une autre façon de spécifier, une autre façon de travailler en équipe pour du no-code. J'ai tendance à considérer que les méthodologies qu'on a mis en place, Agile bon, on va dire Scrum en particulier et pas mal d'autres choses, ont été là pour trouver des moyens de faciliter l'ignorance inhérente au client. En gros, on fait des specs parce que on essaie d'expliquer à quelqu'un d'autre ce qu'on voudrait soi-même dans sa tête. Si on arrive à intégrer un peu mieux dans la démarche de co-création le client parce qu'il n'est pas à la fin du sprint pour recevoir son produit ou pour recevoir sa démo, mais il est directement dans la construction parce qu'il peut voir, je pense qu'on arrivera à réduire la marge et le dérapage projet, la marge d'accident projet et le dérapage projet, puisque finalement, il devient, alors c'est un terme que j'utilise, même si c'est peut-être pas bien utilisé, co-créateur de sa solution, puisqu'il est au centre des sujets. On a fait un test d'ailleurs, c'était avec Yann, où on a fait, où à la fin on n'était pas sur des sprints de 2 semaines, on était sur des mini-sprints d'une semaine. Et le client il était là du lundi au vendredi, il pouvait regarder l'application et comment elle évoluait. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que les retours qu'on avait et les évolutions qu'on pouvait faire, même si elles étaient notées sur un Trello, en organisation, etc., elles étaient quand même pas à la fin du sprint. Donc, on pouvait anticiper les choses. Et pour moi, ça va faire partie des méthodologies qui vont pouvoir évoluer avec le temps. Parce que dans l'agilité, finalement, c'est vraiment ça, en fait. C'est d'anticiper les changements et les pivots du client pour mieux le satisfaire, quoi. Très bien. Ouais, c'est une autre échelle, c'est notre façon d'être flexible, d'être agile. On va être plus réactif. Les modifications, comme il n'y a pas de code, peuvent être faites potentiellement plus rapidement et avec le client. Donc, ouais, c'est très intéressant. Euh, petit sujet, et après on passera aux questions. Donc avant de finir sur comment est-ce qu'on peut travailler avec des DSI et quelles sont les évolutions que le no-code, d'après nous, doit faire, ou les outils qu'on doit aller chercher pour pouvoir travailler avec des grandes entreprises. N'hésitez pas à poser vos questions et on aura un petit temps de réponse aux questions qui suit ce dernier point.
C'est en haut à droite sur l'interface. Du coup, oui, ma dernière question, c'est un peu comment est-ce que tu vois, est-ce que tu travailles toi avec des grandes entreprises, ou des gens qui sont dans ta communauté, parce que tu disais que tu avais une grande communauté de auto et de bubbleurs. Est-ce que vous travaillez avec des grandes entreprises ou des entreprises? Quelles sont les problématiques qui peuvent en ressortir? Comment est-ce que tu vois l'évolution du no-code pour arriver dans des grands groupes ou dans des sphères comme le médical? Alors, nous, on travaille. Alors, les membres de ma communauté, pas moi personnellement. Alors, moi, je suis en discussion avec des grands groupes, mais c'est toujours dans un aspect, je dirais, de formation. Donc là, c'est un peu spécifique. J'ai certaines personnes de ma communauté, notamment qui travaillent et qui ont fait des propositions pour des grands groupes. Et là, on se retrouve vraiment et principalement dans le sujet d'économie de moyens. C'est-à-dire, on a un système en interne qui nous coûte très cher à maintenir. On a une problématique finalement de fond, c'est-à-dire il y a eu la crise Covid qui a amené aussi une restriction budgétaire, donc on est finalement dans un momentum qui est assez intéressant. C'est de un, la non-maîtrise finalement du stack de développement et de toujours dépendre d'une agence ou de développeurs pour le faire, qui n'ont pas forcément en interne, parce que c'est pas quelque chose qui est récurrent. Et l'autre côté, c'est aussi le fait de ne pas pouvoir faire évoluer les solutions sans aller par cahier des charges, enfin devis, cahier des charges, prestations avec un temps défini, avec des allers-retours. Et au final, des grands groupes ne veulent pas retourner dans cette boucle-là, de peur que le coût à amortir soit trop important par rapport à leur activité qui est en baisse. Mais c'est surtout que, en fait, ce sont des coûts qu'ils ont du mal à mesurer. Parce qu'il y a une pénurie du développeur, il y a aussi beaucoup de prix, on ne va pas se mentir, des prix de développeurs qui se sont envolés au cours du temps. Et vu qu'il n'y a pas de maîtrise en interne, on se retrouve toujours dans la solution de est-ce qu'on le ferait, mais est-ce que ça vaut vraiment quelque chose? Donc, effectivement, c'est le cas, il y a des évolutions, mais c'est surtout d'une contrainte. Après, je pense qu'il y aura une normalisation par rapport à ce qu'on peut faire ou pas. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de tests, c'est-à-dire qu'on va utiliser différents outils, notamment des outils comme Airtable qui apportent beaucoup de productivité. De l'autre côté, on voit des agences aussi qui s'adressent à des grands groupes comme Allegria.tech, qui est assez intéressante dans sa structuration, mais qui a fait carrément une levée de fonds. Et pour une agence, c'est assez particulier. Mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'ils apportent des solutions bien moins chères. On table sur des grosses, on va dire, en comparaison, ça peut être du 20K par rapport à des solutions à 100K. Donc, c'est hyper intéressant avec des solutions plus rapides. Par contre, effectivement, au prix du test. Donc, à mon avis, selon ce qui est proposé, il faut voir en fonction du cadrage qui doit être fait. Mais avant, vu qu'il n'existait rien, si vous préférez, vous allez voir un client en lui disant ta solution te coûtera 10 fois moins cher, c'est un bon test en interne. Vu qu'à côté de ça, tu n'as que du développeur à 100K, c'est vrai que ça paraît très, très attirant. Après, avoir le contexte, bien sûr. Et enfin, pour répondre à ta dernière question, que j'ai oublié. Ah oui, que doit avoir le no-code finalement pour vraiment rivaliser avec des solutions de développement? Ouais, dans des grandes entreprises ou de développement tout court. Je pense qu'il y a vraiment les sujets de la sécurité, de la maîtrise des données qui tend à être corrigés au fur et à mesure du temps, mais globalement, ça va, à mon avis, pas assez vite et que les outils qui se positionnent sur ce sujet-là sont des outils qui sont très, 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 très chers. Je pense à Betty Blocks et Ncorc, où les trucs, c'est pas accessible par le commun des mortels, quoi. Donc, du coup, ça prive, je trouve, une base. Et à mon avis, encore aujourd'hui, la typologie des outils, je dirais, de programmation visuelle est encore trop restreinte pour avoir une vraie émulation de la concurrence. Et donc, pour moi, il n'y a pas eu encore. Je pense que Bubble est très puissant, mais il n'y a pas eu l'outil qui a fait comme du WordPress à un moment. Est-ce que ce sera Bubble ou pas avec les évolutions? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, clairement, il n'y a pas l'outil qui fait que, waouh, ok, le no-code pourrait se résumer à ça. D'accord. Est-ce que tu as des grands acteurs type Google, Amazon, qui sont positionnés sur des outils no-code intéressants? Parce que je sais qu'ils sont positionnés, mais est-ce que c'est intéressant? Voilà. Alors, il y a eu des rachats surtout. Microsoft. Alors, les rachats, il y a eu AppSheet par Google. Je ne sais pas où ça en est devenu maintenant. Je pense que ça y a eu des évolutions. Amazon a lancé son produit Honeycode justement pour faire un système de gestion de projet avec du développement no-code. Je sais que Power BI est en train d'évoluer par Microsoft. Donc, il y a des tentatives à la fois de création d'outils propriétaires, de rachat d'entreprises existantes. Est-ce que globalement ça va être quelque chose d'intéressant? Je ne sais pas parce que je trouve que il y a eu un avènement tardif de ces boîtes-là et qu'au dernier moment la personne se lance là-dessus, c'est un peu délicat. Est-ce qu'un jour un rachat de Bubble, je ne pense pas que Bubble ne souhaite être racheté de toute façon, mais est-ce qu'il y aura des solutions qui peuvent être prises comme ça, sachant qu'on se retrouve un peu toujours dans le délire de la startup par rapport au reste, c'est-à-dire que la startup doit bouger vite et là les GAFAM sont des mastodontes.
Tu vois, donc là, il y a aussi une énergie qui n'est pas la même et les gens qui font du no-code ont bizarrement sont quand même baignés dans le fait qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir un GAFAM qui amène quelque chose parce que ça ressemble vraiment que David contre Goliath, quoi. C'est Ali, on roule un grand coup dessus et finalement on n'écoute plus trop l'utilisateur. Alors que c'est vrai qu'on a la prime sur des petites levées, des petites levées, bon, ça compte des millions, mais il y a quand même une proximité, une accessibilité, je trouve, qui est assez dingue par rapport à des gros outils auxquels on ne peut même plus contacter, tu vois. C'est plus la même échelle en fait. Ok, très bien. Avant de commencer par les questions des autres personnes, je vais poser la mienne. Où est-ce que tu fais ta veille? Comment est-ce qu'on se tient au courant de ce qui se passe dans le monde du no-code? Il y a un mec sur No Code France. Alors moi, je suis admin de No Code France. C'est en gros un grand Slack avec la communauté. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a essayé de réunir des personnes avec un peu ce côté développeur. Enfin, en gros, chez les développeurs, tu as Stack Overflow, tu as des trucs où tu peux poser des questions, tu as un peu cette ambiance-là où il y a un peu d'entraide. C'est quelque chose en marketing, je trouve qu'on retrouve peu. Et c'est vrai qu'avec le No Code, on a retrouvé un peu cette ambiance-là où tu peux poser une question, tu peux avoir des réponses et tu peux avoir une aide technique sur le sujet en fonction de ce que tu veux parler. Et tous les vendredis, on a une veille par un mec qui s'appelle Julien, qui fait un boulot extraordinaire, qui fait une veille sur tous les outils. Et je t'avouerai que, en plus des newsletters que je reçois de tous les outils que je suis, ma petite pépite, c'est de laisser Julien faire sa veille et de juste récupérer les informations. Alors, attention, c'est de manière globale sur les acteurs, sur les différents outils. Après, tout ce qui est Bubble, c'est vrai que Bubble est assez transparent, c'est-à-dire que tous les mois, ils font un update. Et il y a le forum et tous les mois, ils font un update et des différentes choses. Et c'est vrai que on essaye régulièrement même d'avoir un côté veille sur qu'est-ce qui se passe et de se transmettre cette veille en interne, parce que je pense que c'est assez important de faire ça. Mais voilà, globalement, je dirais l'outil préféré est la veille de Julien. D'accord, donc tu nous conseilles tous d'aller sur le Slack No Code France et de nous inscrire aux newsletters des différents outils. Ouais, déjà, rien que sur No Code France, dans la veille média, vous avez tous les jeudis ou vendredis, vous avez un point sur tous les outils, etc. Le mec, il fait un taf de dingue, et c'est juste un truc qu'il fait pour lui de base, et il s'est dit, bon, bah, je vais le donner pour les autres. Et il fait une veille sur les outils, il fait une veille sur des nouveaux outils aussi qui sont en train d'arriver, et une veille aussi sur les choses qui sortent dans la communauté. Donc, je trouve que c'est accès international et local et national, et c'est super bien, quoi. Top, génial. Du coup, je vais prendre les questions qui arrivent dans la liste. On va commencer par celle de Régis, qui nous demande s'il y a un minima de prérequis pour arriver à aboutir à un mini projet. Alors, Je dirais des specs, mais je te laisse y aller, Thibaut. tout dépend le projet, tout dépend ce que tu veux utiliser. Ça peut être des specs, ça peut être juste des maquettes, ça peut être juste une conception. Moi, sur Bubble aussi, je donne vraiment la possibilité aux gens de partir d'une feuille blanche et de pouvoir créer en fonction de ça avec juste un miro avec l'arborescence de votre base de données. Ça peut être conçu comme ça aussi. En fait, c'est comme si je te disais, demain, quand tu vas bricoler, tu vas pas faire quand tu vas commencer à bricoler, tu vas pas forcément te dire, je vais faire une armoire, il faut que ce soit bien carré. C'est juste, tu bricoles, tu peux tester des trucs. Je parle de petits produits, hein, mais tu lances des trucs et c'est cool, quoi. Ok, donc pas obligé d'avoir non plus tous tes plans pour arriver à faire du MVP, quoi. Tu peux commencer Mais à pas tout le monde a envie bricoler. de lancer pas tout le monde a envie de lancer des startups. C'est pourquoi il y aurait que les devs qui ont le droit de s'amuser. On peut s'amuser aussi. Tu vois C'est que tu tout. les aimes pas. Ah, mais non, mais au contraire, tu vois des petits projets à la con, genre le projet d'Ulysse pour les voyages du style est-ce qu'on peut aller à tel endroit ou tel endroit, est-ce qu'on est confiné ou pas ou des trucs comme ça. C'est des projets bêtes, on est d'accord. C'est des projets fun parce qu'ils sont bêtes. Ouais. Ben, ça, c'est possible en no code et c'est rigolo à faire. Je suis pas sûr que le mec ait fait un MVP, quoi, hein. Enfin, je suis pas Ouais. sûr que le mec s'est Donc, pris la tête. pour toi c'est un peu comme tout. On a Google qui nous permet de rechercher des tutos, un peu de savoir. On a Auto pour apprendre un petit peu. On a les outils avec leur version gratuite. Et avec juste ça, on peut déjà commencer à s'amuser. On n'est pas pour un mini projet, pour un MVP ou pour juste se tester. On n'est pas obligé on n'a pas de prérequis en soi. C'est ça. Largement, tu peux commencer comme ça. Et au contraire, je te dirais même, lance-toi vite, comme ça, tu apprends en fait. Et c'est en faisant que tu vas apprendre. Par contre, pour faire développer, ou pour aller voir une agence, même si c'est du mini projet, Ah oui, non, là, c'est autre chose. préparez vos specs, sachez où vous allez, et pas que des specs techniques et d'interface. Sachez où vous allez aussi en termes de business, parce que nous, c'est des questions qu'on pose qui nous servent à comprendre votre métier, où vous voulez aller et à donner des conseils. Parce que comme on en voit plein des projets passés, on peut aussi donner des conseils qu'on a déjà donnés à celui d'avant, voire vous dire l'erreur qu'il a fait celui d'avant. Donc préparez-vous quand même un peu si vous voulez travailler avec d'autres gens là-dessus.
Je passe à la question de Manon et après je prendrai celle d'Olivier. On parlait du X, on est passé rapidement sur l'UI/UX. Avec le no-code, vu qu'on fait de la programmation d'interface, qu'il y a des templates, etc., quelle est la place des designers dans le no-code? Alors, je suis toujours là, hein, juste je change la batterie de ma caméra. Mais au contraire, je trouve que l'UI/UX devient de plus en plus intéressant parce que ça permet de faire des choses sans dépendre de personne. Et donc, on peut tout réaliser en no-code en termes de visuel. Et donc, pour moi, la navigation prend une importance particulière parce qu'elle peut être réalisée et conseillée par l'UX ou l'UI design, enfin, par l'UX designer pour le coup. Et donc, pour moi, au contraire, c'est pas obsolète. Pour moi, ça va devenir une spécialisation à part de maîtriser par exemple un outil comme Webflow ou Bubble et de faire de l'UX parce que justement, tu auras un avantage concurrentiel énorme. C'est la capacité à faire des tests en direct, de pouvoir analyser ça. Combien de fois tu t'es dit dans un projet, ouais, je dois faire tel truc, telle métrique, etc., sur les canaux modèles, etc. Sauf qu'il faut filer ça au dev et le dev te dit, bah, en fait, non, ça coûterait trop cher à intégrer. Bah, là, tu peux le faire toi-même, c'est incroyable. C'est ça. Nous, ce qu'on voit à la briqueterie, avec différents types de métiers qui sont représentés, tous ces gens des PM, les designers, les chefs de projet, euh, même des développeurs juniors qui n'ont pas une connaissance, à tes souhaits, qui n'ont pas une connaissance complète de la stack technique. Tous ces métiers, en fait, qui tournent autour du développeur, voire des développeurs, prennent en main le no-code pour avancer et tester des choses plus rapidement. Donc, au contraire, tous les métiers ont complètement leur place dans le no-code et devraient y aller, ne serait-ce que pour se rendre compte de ce qu'est la réalité de créer un produit comme un dev. Et je pense que le prototype va changer. On parlera d'ici, j'espère, quelques mois, voire quelques années, on parlera plus de prototypage. On parlera de prototypes comme on a en industrie, c'est-à-dire des prototypes, ce sont des produits qui fonctionnent. C'est plus des maquettes animées. On parlera de base de données, on parlera d'un truc qui est vraiment essentiel et le MVP va encore une fois changer. On parlera plus, enfin, il y aura vraiment des trucs un peu costauds et à mon avis, la concurrence sera de plus en plus rude parce que les produits seront de moins en moins finalement artificiels, enfin, pas artificiels, mais sera de moins en moins pété en fait. On va arriver à des gammes et des montées de gamme sur des projets même qui sortent de la tête des gens de manière assez rapide avec de l'attraction ou quoi, qui seront des projets finalement qui auraient été montés en 2-3 semaines. Les hackathons vont changer de gueule dans pas longtemps, c'est le même principe. Tout à fait, tout à fait. Et pour revenir, donc oui, tout le monde va pouvoir créer des choses et on parlera. Nous, on parle pas mal de nos codes avec une agence de design sur Marseille qui s'appelle Atrium, avec qui on travaille beaucoup. On parle en fait de cet entre-deux, en fait, de plus forcément faire que des maquettes et ensuite développer, mais d'avoir cette gros entre-deux qui est de créer du POC, de créer de la démo sur du no-code et en fait non plus de présenter la maquette et l'utilisation, mais de la mettre directement dans les mains en réunion des différents potentiels utilisateurs ou décideurs. Et donc l'UX designer, pour revenir précisément à ce point-là dans la question, l'UX et l'UI designer, s'il prend en main le no-code, il s'arrêtera plus aux maquettes, il créera un début de produit, voire le produit. Et en fait, comme je disais, tous les métiers qui sont autour des développeurs, si le projet ne nécessite pas de coder quelque chose, eh bien, il peut prendre la place du développeur aussi. Donc la question d'Olivier, c'était, j'espère qu'on a déjà répondu aux questions. Faites-nous signe si c'est pas bon. Donc c'est une question qui ramène plus à la technique. Si on maîtrise le modèle vue controller, donc MVC, est-ce que c'est mieux? Alors le MVC, pour faire rapidement un cours technique, modèle vue controller, c'est les données, donc le modèle. Le contrôleur, ça va être le donneur d'ordre et la vue, ça va être le front, donc ce qu'on voit. C'est une construction architecturale Alors, nos codes, c'est pas du tout obligatoire. Par contre, ça va toujours être bien, enfin, c'est toujours un plus de savoir comment marche, comment est codé et comment réagit l'outil no code pour le prendre en main. Moi, en tant que développeur, il y a plein de logiques, par exemple, quand j'allais sur Adalo, plein de logiques de données, de triggers, d'actions, de texte dynamique, parce qu'on peut mettre de la donnée de base de données dans du texte. Tout ça, pour moi, c'était très naturel parce que c'est des choses qu'on code assez souvent. Donc, connaître le fonctionnement technique qu'il y a derrière, c'est toujours un plus. Et je vous encouragerai toujours à aller apprendre comment marchent vos outils au plus profond avant de les utiliser. Tout à fait. Ça fuse.
Donc une personne qui n'y connaît rien mettra en moyenne combien de temps pour comprendre et utiliser le no-code, créer un code d'automatisation de logiciel, de scrapping par exemple? Bon, bah là, globalement, ça va dépendre de l'outil. Là, dans ton cas, logiciel de scrapping, on va être dans quelque chose où tu vas devoir appeler une API par rapport à du scrapping en question ou un plugin. Donc là, ce serait déjà maîtriser Bubble parce qu'avec d'autres choses, tu pourras pas le faire. Donc, ce serait, allez, je dirais en formation entre 3 semaines et 2 mois pour être formé. 3 semaines grâce à nos bootcamps, auto-promo. Mais non, 2 mois plus l'intégration et de préciser un petit peu, je dirais 3 mois en tout. Mais c'est quelque chose qui c'est tellement particulier parce que c'est dans un cadre très spécifique où tu veux faire de l'automatisation sur du scrapping. Mais aujourd'hui, oui, ouais, globalement, je dirais, allez, sans vendre du rêve, selon comment tu t'y prends, entre 1 et 3 mois. Mais avec l'apprentissage, etc. Hein, c'est pas pour ton sujet en particulier, mais après, tu sauras faire beaucoup plus de choses. Voilà, je peux répondre que ça globalement, parce que c'est assez là, c'est trop large, sachant que on peut pas apprendre le no-code. On apprend un des outils no-code, qui est une logique, mais on peut pas apprendre le no-code en soi. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, expert no-code, c'est un peu rigolo. Effectivement, pour moi, un expert no-code, c'est quelqu'un qui connaît bien les outils, mais de vous dire expert no-code, ça n'a pas de sens. Je veux dire, je suis expert des applications. Voilà, je suis. Ça n'a pas de sens. Ok, merci. On va prendre une autre question. Il nous reste 1 minute. Wow. Alors, est-ce qu'on peut considérer un Shopify comme un outil no-code? Oui, complètement. Enfin, pour moi, oui. Tu disais qu'il y avait Je sais un pas. entre-deux sur WordPress. Ouais, voilà. Moi, je dirais oui, mais après, ça dépend. Moi, Oui. j'aurais tendance à dire, effectivement, vu que t'es trop bloquant dans l'aspect back-office, j'aurais tendance à dire que non. Parce que, effectivement, dans la liste des outils no-code, c'est un buzzword, etc., on pourrait aussi exclure ceux qui existaient trop tôt et qui ne sont pas représentatifs là-dedans. Mais je dirais, vu que c'est trop bloqué par des templates, etc., qui sont des choses obligatoires et qui sont très, très peu personnalisables, j'aurais tendance à dire que non. Parce que c'est pas parce que tu peux pas faire grand-chose. Si tu veux customiser vraiment, il faut utiliser du liquid, donc du code. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est pas du no-code. Par contre, effectivement, c'est pas parce que c'est pas du no-code qu'il faut le mettre à la poubelle. Hein. Au contraire, c'est très bien pour lancer un e-commerce ou plein de choses comme ça. Pas une marketplace forcément, parce que tu n'auras pas d'échange et c'est pas du tout le bon sujet pour faire de la marketplace. Shopify, c'est du e-commerce pur. Mais effectivement, voilà, ça aussi, les gens ont tendance à voir no-code comme les outils qui vont tout faire. En fait, il y a des outils qui sont pas no-code, qui font des choses très cool en fonction de votre sujet et qui marchent très bien. Très bien. Alexandre nous demande si c'était possible d'ajouter un algo en IA dans cet espace de programmation dans un outil de no-code. Tu l'as fait sur Bubble. Quel outil tu as utilisé? Alors, j'ai utilisé Peltarion pour faire l'apprentissage des modèles. En fait, c'est deux choses. C'est que d'un côté, on fait un apprentissage. Alors, dans un cadre classique, en machine learning, tu as. Alors, quand on parle d'IA, là, je vais parler juste de machine learning. Hein, je vais pas parler de deep learning pour le coup. Bon, là, ça va dépasser même mes compétences et je vais en parler peut-être de manière très basique. Attention, je vais faire peut-être des erreurs et je vais vulgariser. Mais globalement, on peut utiliser Lob qui fait c'est fait par ça a été racheté par Microsoft qui fait des modèles de données à partir d'images, donc il compose des fichiers d'apprentissage. Peltarion, par contre, lui, il va construire le modèle d'apprentissage et il peut te fournir même toute l'information. Et c'est-à-dire que là, à ce moment-là, tu le relis par des API. Et donc, en gros, ta source de données, ta source d'entrée, c'est Bubble, qui passe par Peltarion, qui fait la moulinette d'apprentissage en fonction des modèles que tu lui as donnés et qui va te ressortir un résultat par API. Donc, en gros, le truc tout bête, c'est par exemple la reconnaissance de visage. Genre, est-ce qu'il y a un visage sur cette image ou pas? Et ça peut le faire comme ça aussi. C'est un truc très bête, mais ça peut se faire comme ça. Et donc, on est très focus sur l'usage et pas tellement effectivement le truc tout autour, quoi. Ouais, donc en gros, il faut regarder les SaaS qui existent. Je sais qu'il y a Google Vision aussi pour la reconnaissance d'image, par exemple. Il y a plein de choses, plein de SaaS qui servent à faire une chose, comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, on peut très facilement les connecter grâce à leurs API. Et la GPT-3 aussi a été très rigolote pour ça parce qu'elle permet très rapidement, en faisant un appel, donc la GPT-3, c'est une analyse de texte, je pense que c'est une analyse conversationnelle de texte qui, pour la première fois, considère l'intention des mots quand ils sont écrits et donc peut faire de l'humour. Donc ça, c'est hyper rigolo. Je l'avais testé d'ailleurs sur du Bubble. J'ai fait une mini application Bubble pour ça. C'est assez impressionnant et c'est que du call API. C'est aussi bête que ça. C'est juste que le front est géré par Bubble et tout l'appel est géré par une API. Juste ça.
je reprends juste Marjorie pour réaliser un site simple qui défend une cause avec des achats en ligne et l'argent serait redistribué à titre d'assaut. Je pense que tu peux utiliser classiquement un outil de création de site comme Doric et utiliser d'autres systèmes pour faire de l'achat. Il y a des petits plugins qui permettent de faire des achats en ligne et ensuite la redistribution, je pense que tu peux la faire manuellement avec des comptes comme des comptes Stripe. Ce sont des trucs très très simples. Avec Stripe Connect, qui permet de faire de la rediffusion, de la ventilation ou en tout cas de la redistribution d'argent. Et un système d'achat, tu en as plein des systèmes d'achat que tu peux intégrer à des sites qui sont assez intéressants. Ah, Muriel, tu as le nom, je pense, du truc qu'il utilisait. C'était Patrick qui utilisait ça. Patrick Cassa, ouais, qui utilisait cet outil-là. Bref. Ah, il m'appelle. Alors, Rémi va demander quelque chose de fou. Je vais le mettre en haut-parleur, il va vous parler. Oui, désolé, c'est les aléas du direct. Petite coupure. Je voulais juste vous remercier d'avoir été là avec nous. Désolé si on peut pas finir les questions, on a dépassé notre temps. Merci beaucoup à toi Thibaut pour toute ta connaissance que tu nous as délivrée aujourd'hui. Juste pour finir, on va pouvoir retrouver Thibaut sur Auto. Vous formez chez lui, n'hésitez pas à y aller et je te laisserai dire au revoir en expliquant un peu comment marche ta formation. Et nous, on va vous envoyer un petit mail pour vous proposer 15 minutes gratuites de conseils sur la transformation numérique en passant par du code ou du no-code. Donc, vous recevrez un petit mail avec cette petite surprise. Merci Thibaut. Merci. Je te laisse dire au revoir, je te laisse 2 minutes avant d'essayer de fermer. Elle est incroyable cette fin. Elle est incroyable cette fin des webinaires. C'est rebondissement à fond. Super. Ouais, super. Je raccroche et je fais mon auto-promo et je me barre. Ça va. Donc, j'en profite. Écoutez, voilà. Alors, merci de l'invitation pour ce webinaire. Rapidement, Auto, si vous allez sur app donc a2p.auto.tools, vous avez toute l'application, c'est tout fait en Bubble, donc vous pouvez un peu regarder un petit peu comment c'est fait. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est que l'interface que vous voyez va changer d'ici moins de 2 mois. On va sortir une V3 parce qu'on est en train de la fabriquer. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que mon entreprise et mon CTO est Bubbler, donc il fait du Bubble, donc ça c'est assez intéressant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous, on fait des événements de formation, donc qui deviennent la majorité de notre activité, des bootcamps, notamment sur Bubble, pour apprendre Bubble le plus rapidement possible, avec à la fin, en 1 semaine, la création du MVP, en tout cas d'un premier produit. C'est assez intéressant et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un modèle qui est rigolo parce qu'on a beaucoup de mentors, finalement, qui forment en direct pendant les bootcamps. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de dépasser les 200 personnes en bootcamp, là, actuellement. Là, on a un bootcamp de 50 personnes qui est actuellement en cours. Hein. Donc, pour le coup, c'est assez intéressant. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'aperçoit aussi que peu importe comment vous apprenez le no-code, c'est, à mon avis, ça va quelque chose qui va changer la façon dont on conçoit les produits, dont on conçoit le monde et même dont on conçoit le développement informatique. Donc, à mon avis, pour ceux qui ont envie de se lancer, même en freelance, ne loupez pas le coche. C'est un changement de paradigme qui est en train de s'opérer en ce moment même. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je fais au revoir pour Rémi. Je pense que le webinaire va s'arrêter dans quelques secondes maintenant. Salut!